Bonsoir, bienvenue dans Classe Éduc+, l'émission consacrée comme tous les 15 jours au titre 18+, et Médoc n'est pas là, mais rassurez-vous, il ne va pas tarder, il est en train de se changer, d'après ce que j'ai pu comprendre, ce qui quelque part m'intrigue et m'inquiète aussi, mais il devrait être là pour le sommaire, je pense. Bon, on va voir le sommaire tout de suite, on va commencer avec le reportage consacré à Amy. On aura ensuite la critique du Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord. Et puis également un 3 minutes pas plus, consacré à un jeu 3+. Le Showtime. On aura aussi une rubrique animé manga. Et puis on conclura sur la critique de Saints Row the Third. Mais tout de suite, les news. Les news. Mais pourquoi tu balances pas le sommaire avec moi? Pourquoi je balance pas le sommaire? Mais parce que je suis pas une balance. Cause I am no snitch, bitch. Critiquée dans sa version import dans un précédent classé 18+, Catherine est accessible depuis le mois de février au Japon et le mois de juillet aux US. Mais si vous avez décidé d'attendre, alors votre patience sera récompensée par la disponibilité chez nous d'une édition spéciale limitée, de luxe, exclusive à la sortie européenne du titre Atlus. Baptisée Stray Ship Edition, elle reprend en fait le nom du bar où le héros du jeu passe ses soirées après le boulot pour partager ses états d'âme. Doit-il se consacrer à sa petite amie actuelle, Catherine avec un K, ou la laisser tomber pour la super aguicheuse Catherine avec un C? Cette édition collector sortira pour moins de 70 € en février 2012 et comprendra le t-shirt Rave que porte Vincent, le héros indécis et torturé du jeu, 2 dessous de verre du Stray Ship Bar, un poster sexy de Catherine avec un C et la boîte à pizza du bar qui emballe le tout. On regrettera donc que cette édition ne comporte pas le caleçon porté par Vincent durant ses délires nocturnes, ni l'artbook, pourtant tous deux fournis dans l'édition collector Love is Over américaine. Pour rappel, Catherine se présente comme un jeu d'aventure puzzle plutôt surprenant, sexy aussi, où l'on devra aider Vincent à gérer sa vie amoureuse et à survivre à ses cauchemars récurrents, où il évolue en caleçon sur des structures de cubes. Les cubes symbolisent ses doutes et ses obsessions, et il faudra parvenir à les réassembler intelligemment pour espérer se réveiller le matin en un seul morceau. Un jeu complètement fou, sans pitié, que l'on doit aux réalisateurs de Persona 3 et 4. C'est Square Enix qui s'occupera d'éditer All Zombies Must Die sur Xbox Live Arcade, sachant que le jeu devrait également débarquer sur PC via Steam et sur le PlayStation Network. Suite spirituelle du sympathique Burn Zombie Burn, sorti il y a plus de 2 ans sur PSN et PC, le jeu Double Six propose toujours de griller du zombie dans une ambiance cartoon. Mais les personnages, déjà, ne sont plus les mêmes. Bruce et Daisy laissent ainsi leur place à Jack, le gamer, Rachel, la fille, Brian, le geek et Luxo, l'alien. Une fine équipe que l'on pourra s'approprier à 4 puisqu'il est désormais possible de jouer à 4 en coop local. Très arcade bien sûr, All Zombies Must Die intègre les armes classiques du genre, shotgun et tronçonneuse en tête, mais aussi des mécaniques issues du RPG. Les personnages bénéficieront ainsi de level up et il sera possible d'accomplir des quêtes annexes, voire de trafiquer ses armes comme dans Dead Rising 2. The facility has been breached. We're closing shop. Capcom vient de lâcher un tout nouveau trailer de son prochain Resident Evil Revelations, exclusif à la 3DS. Dans ce dernier, on peut découvrir de nouveaux personnages, Morgan Lansdale, le leader de la FBC, la Commission fédérale sur le bioterrorisme, mais aussi la nouvelle partenaire de Chris, Jessica Sherawat, ou encore l'agent Parker Luciani. On peut également apercevoir de nouveaux ennemis, ainsi que la ville de Terra Grigria, c'est comme ça, détruite par une attaque bioterroriste, sachant que l'histoire du jeu se situerait entre les épisodes 4 et 5 de la série. On sait depuis quelques semaines que Resident Evil Revelations inclura un mode coop appelé le Red Mode, dont voici d'ailleurs quelques images, qui permettra à 2 joueurs de jouer ensemble en local ou en ligne sur des maps spéciales afin d'engranger des points qui serviront à améliorer les personnages et leurs armes.
4 configurations devraient aussi être accessibles, dont une qui prendra en compte le Nintendo 3DS Circle Pad Pro. Not much time has passed, right? We can't let this virus contaminate the sea. You two are still on the case. Yes, sir. You two, just find out anything you can on Veltro. Everyone, you have your orders. Move into position. Just doesn't add up. We rise from the dead. Yakuza Dead Souls dévoile son 4 joueurs de Yakuza qui tenteront de nettoyer le quartier de Kamurocho, bien connu des amateurs de la série, de touristes pour le moins pénibles. Dans le prochain titre Sega, le quartier chaud de Tokyo sera en effet mis en quarantaine suite à la prolifération des zombies dans ce dernier, ce qui n'empêchera pas les joueurs de pouvoir se livrer à leurs occupations habituelles puisque les clubs, bars et autres karaokés sont bel et bien présents. Un joli délire en perspective que l'on attend avec une certaine curiosité sur PS3 pour le mois de mars 2012. Welcome back, Agent. Le reboot de la saga Syndicate par Electronic Arts, annoncé pour le mois de février prochain, n'en finit plus de se dévoiler. Cette nouvelle bande-annonce permet ainsi d'en apprendre un peu plus sur les armes du jeu au nombre de 19 avec 87 upgrades possibles. The perfect complement to your already deadly abilities. In close quarters combat, the UMK Mark IV submachine gun, the Hog Auto Shotgun, or trusty Razorback M78 have proven effective in the rapid elimination of aggressive assailants. In the event of an attack at range from anti-personnel weapons or snipers, there is an array of tactical assault rifles at your disposal. We have made special arrangements to procure a Kusanagi HSR-6 sniper rifle for you. Banned in all territories and a black market favorite. For your convenience, most weapons have an alternate mode of fire, allowing you the flexibility to adapt in unpredictable encounters. If you should find it necessary to clear out the room, you can choose from a number of explosive options. On occasion, you will need to disrupt chip functionality in electronic surveillance, turrets, or shields. Your EMP grenades will be vital in penetrating these defenses. Last, but by no means least, are super weapons. The prized RLX-240 Electron Mace, or the lethal Swarm Launcher, for example. These harbingers of doom are optimized for maximum and reliable anti-personnel efficiency. The perfect solution to the onslaught and stresses of the day. Dead Island s'offre un petit calendrier de l'Avent sur internet dédié aux fans du jeu. Il sera ainsi possible de répondre à des quiz sur le RPG de Techland afin de télécharger des wallpapers, sachant que chaque dimanche du mois de décembre, un concours spécial permettra de remporter des lots exclusifs comme des consoles personnalisées aux couleurs de Dead Island, des collections de films de zombies sur Blu-ray, des télé HD ou encore des bouquins. Une grande finale se tiendra le 25 décembre avec à la clé un voyage d'une semaine pour deux sur une île tropicale. Bon bah, comme vous avez pu le constater, les news sont assez, courtes, une nouvelle fois, parce que l'actualité de cette fin d'année, bah, elle commence à se tasser. Hein. Mais on a quand même du beau contenu. On va par exemple consacrer tout de suite un petit reportage à un jeu qui s'appelle Amy, qui va sortir sur le PlayStation Network, et qui a été développé, supervisé par Paul Cuisset, que tu as eu l'occasion de rencontrer. True that. Pimp Medoc ou Medoc. Medoc Pimp Medoc, comme tu veux. Ok, comme je veux. Et alors, Paul Cuisset, il était cool ou
Il était, ça allait, il était à l'aise. Ouais, il nous a parlé de Amy, là, son Survival. Ok. Qui devrait sortir avant la fin de l'année, si tout se passe bien. Ah, j'espère, ouais, parce qu'il a été repoussé pas mal de fois. Ouais, mais ouais, non, on va voir ça. Ok, on va voir ça. Ouais, j'ai posé des bonnes questions. D'accord, tu sais pourquoi non. Cause I am no fool. C'est pas gagné. Paul Cuisset est l'homme à qui l'on doit les mythiques voyageurs du temps, Operation Stealth, Flashback ou encore Croisière pour un cadavre. Des point and click pour la plupart qui ont définitivement marqué l'histoire du jeu vidéo. Mais c'est dans un tout autre genre que ce grand monsieur de l'industrie va tenter de s'illustrer avec Amy, son dernier projet en date maintes fois repoussé et censé sortir en fin d'année. Un titre aux allures de grosse production qui ne sera pourtant disponible qu'en téléchargement. Pour deux raisons essentielles. La première, évidemment, la raison est économique. C'est que développer un jeu en boîte, maintenant, ça coûte énormément d'argent. Développer un jeu sur PSN, évidemment, le format est plus court, le jeu est moins long, fait que ça revient moins cher. Aujourd'hui, sur PSN ou XBLA, on a des jeux qui sont des jeux d'arcade, des jeux de garage qui sont faits à des toutes petites équipes. Puis d'un côté, on a les jeux en boîte qui sont faites par des grosses équipes de 300, 400, 500 personnes avec des budgets colossaux. Et puis au milieu, finalement, il n'y a pas grand-chose. Donc on espère qu'il y a un créneau, effectivement, entre les deux, pour ce type de projet, où on essaie d'être ambitieux et d'amener quand même de la qualité. C'est pas parce qu'on fait un jeu qui dure 6 heures, par exemple, que il faut faire un jeu sans mettre les moyens. Donc, vraiment, on a investi beaucoup au niveau de la technique, au niveau de la R&D, pour arriver à faire des choses qui sont techniquement, on se dit, voilà, ils sont pas fichus de nous, ils ont essayé de faire des trucs qui marchent bien, et puis raconter une histoire originale, et peut-être une histoire que peut-être d'autres éditeurs, des gros éditeurs, n'ont pas envie de suivre, parce que pour eux, soit c'est trop petit, soit c'est pas assez grand. Amy est donc un survival qui met l'accent sur la relation entre l'héroïne, Lana, et Amy, la petite aux pouvoirs étranges. On a donc affaire ici à de la coop avec une IA, une tendance que l'on retrouve de plus en plus dans les jeux vidéo. La coopération dans les jeux, effectivement, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus à la mode. Alors, moi, quand j'ai commencé il y a 2 ans et demi de projet, en fait, il y avait peu de jeux de coopération. Il se trouve que, bon, voilà, il y a un moment où je pensais qu'à une idée dans le monde, tout le monde a l'idée. Et après, nous, ce qu'on a essayé d'amener, c'est quelque chose de peut-être de différent, c'est-à-dire qu'on est dans une coop où on a de la protection, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que Amy protège Lana, parce que Lana est infectée, et grâce à une sorte de pouvoir qu'on ne comprend pas, au départ en tout cas, Amy est capable de guérir Lana. Ça crée un lien de toute façon immédiat, puisqu'elles ne peuvent pas survivre l'une sans l'autre. On joue sur cette tension parce qu'il y a une séparation, il y a forcément des moments où elles sont obligées de se séparer l'une de l'autre, et où là effectivement Lana commence à se transformer et devenir peu à peu une sorte de zombie. Et si elle reste trop longtemps hors de la présence d'Amy, l'affection gagne tellement qu'elle finit par se perdre complètement et le jeu se termine. Après, chacune a des spécificités propres en termes de gameplay. Bien sûr, Lana peut combattre, faire des actions, etc. Mais Amy peut l'aider parce qu'elle est petite, elle peut passer à des endroits où Lana ne peut pas passer. Et puis ensuite, Amy, c'est une petite fille très spéciale, qui a des facultés qu'on va découvrir au fur et à mesure. Mais bon, voilà, ça, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Les créatures dans Amy semblent elles aussi avoir été l'objet d'un travail tout particulier, comme nous l'explique Monsieur Cuisset. On a pas mal bossé sur l'IA, en fait, des monstres, parce que les perceptions qu'ils ont sont importantes, le son, bien sûr, il y a la vue. Après, il y a des choses dont on ne peut pas parler encore, mais qui sont liées à des altérations qu'on peut avoir. L'idée, c'était d'essayer de faire des ennemis qui soient imprévisibles. Je pense que dans un jeu, à partir du moment où on connaît le fonctionnement d'un ennemi, finalement on n'a plus peur de lui. On sait que voilà, il va faire ça, donc finalement on peut anticiper. À partir du moment où on anticipe, c'est difficile de maintenir une pression, en tout cas pour le game designer, de maintenir une pression sur le joueur. Donc on essaie de faire quelque chose d'un peu différent. Alors, pas inventer la poudre, il n'y a pas des recettes miracles ni quoi que ce soit, mais on a pas mal travaillé sur le système de détection des ennemis, sur la manière dont ils se déplacent, dans la manière dont ils détectent, la manière dont ils peuvent nous attaquer, etc. Donc ils peuvent communiquer entre eux, si jamais il y en a un qui nous voit, d'autres nous voient, etc. Sur la manière aussi de les leurrer, parce que tout l'intérêt est là, c'est-à-dire qu'ils ont des perceptions, et l'intérêt finalement de l'infiltration, c'est d'arriver à leurrer la perception des ennemis. Donc les deux vont de pair.
Même si d'un point de vue production, Amy reste assez loin de projets comme peuvent les mener les gros éditeurs, son développement a tout de même posé quelques défis. Notamment sur des petites idées toutes bêtes sur le papier, mais extrêmement difficiles à mettre en œuvre, comme le fait de faire se tenir par la main les héroïnes. Effectivement, il y a des problèmes techniques qui sont tout simples, qui paraissent tout simples. On se dit oui, me tient la main, c'est facile, etc. Et puis finalement, on se rend compte des situations de combat, des situations de danger, ou à cause des collisions, à cause du décor, etc. Ben voilà, c'est pas si simple. À un moment donné, elles doivent se lâcher la main, elles doivent reprendre la main, etc. de manière la plus naturelle possible, de manière à ce que le joueur se dise pas oui, mais c'est un vrai boulet, quoi. Et chaque fois que je dois la récupérer, j'y arrive pas, etc. Donc il faut qu'il y ait un minimum en fait de transparence, d'automatisme, pour qu'on se dise voilà, c'est confortable, je lui prends la main, elle est intelligente, elle vient, etc. Mais le plus difficile en fait, c'est pas réellement ça. Le plus difficile, c'est la relation entre deux personnages. Comment faire en sorte que Amy ne paraisse pas être une IA, un bot qui se déplace, qui est scripté, qui fait des choses, etc. Et donc là-dessus, on a beaucoup travaillé aussi sur ses perceptions à elle, la manière, ses capacités, par exemple, à détecter des choses, regarder des choses. Elle s'intéresse à l'univers qui est autour d'elle, etc. Même si, évidemment, elle parle pas, elle est un peu dans son monde. Elle peut aider Lana parce que il y a des choses sur lesquelles elle est sensible. Et donc, par exemple, des fois, on est bloqué à un endroit et puis elle va regarder, elle voit un truc intéressant. Et si on l'observe et si on se dit, tiens, qu'est-ce qu'elle a vu d'intéressant, on peut aller la voir. Elle nous fait des petits dessins pour nous dire, tiens, regarde, j'ai vu des trucs intéressants. Donc, c'est là-dessus qu'on a pas mal bossé. Évidemment, le plus difficile, c'est l'émotion. Moi, ce que je voudrais, c'est que le joueur se dise à la fin du jeu, voilà, j'ai protégé Amy, pas parce que j'étais obligé, mais parce que je l'aime bien. On a maintenant hâte de découvrir ce que nous réserve Amy, ce survival énigmatique qui devrait, si tout se passe bien, être disponible sur PC, PS3 et 360 à la fin de cette année. Oh, Amy, everything is gonna be okay. I promise. Médoc, comme je sais que tu travailles beaucoup en général tes rôles, je sais pas si les pimps existaient genre dans les univers Heroic Fantasy. Ok. Ça veut dire non. Ah, d'accord, pardon. Non, parce que là, en fait, j'allais lancer la critique du Seigneur des Anneaux de la Guerre du Nord. C'est Julien Pirou qui s'en est occupé, qui a fait la critique sur PC. Et moi, c'est bêtement, hein, j'ai pas trop suivi l'actualité de ce jeu. Je pensais que c'était un jeu de stratégie, mais pas du tout, en fait. C'est plutôt un contenu RPG. Et en même temps, c'est un vrai beat 'em all, donc où ça slash, ça tranche, etc. Et t'étais vraiment inquiétant comme ça, l'air de rien. Et on va voir la critique tout de suite. True that. Oh, je l'ai déjà dit. Ouais, 2 fois. Mais t'es dans le rôle, c'est bien. Le Seigneur des Anneaux. S'il ne s'agit pas de la première œuvre de fantasy, celle-ci ayant été devancée par les écrits de George MacDonald ou même Conan de Robert E. Howard et le cycle des épées de Fritz Leiber, la trilogie culte de J.R.R. Tolkien a mis en place un certain nombre d'ingrédients devenus indissociables du genre. Le Seigneur sombre dans sa tour maléfique, la vieille rancœur entre les elfes et les nains, les batailles épiques devant les murs de châteaux fabuleux. Des éléments repris si souvent par tellement d'univers de fantasy, que ce soit en roman, jeu de rôle, jeu de figurines, bande dessinée ou jeux vidéo, qu'il s'agit désormais de clichés indéracinables des univers médiévaux fantastiques. Figurant parmi les romans les plus vendus de tous les temps, Le Seigneur des Anneaux a connu une popularité renouvelée avec la sortie en 2001 de l'adaptation cinématographique réalisée par Peter Jackson. Comme pour fêter le 10e anniversaire du premier film et en attendant la sortie du Hobbit l'année prochaine, Warner Bros Interactive et Snowblind Studios proposent aux joueurs de retourner en Terre du Milieu pour une aventure inédite, la Guerre du Nord. Extrapolant quelques anecdotes mentionnées par Tolkien dans les appendices du Seigneur des Anneaux et se plaçant dans la continuité visuelle des films de Peter Jackson, la Guerre du Nord entraîne le joueur dans les contrées septentrionales de la Terre du Milieu pour livrer un combat contre les serviteurs de l'ombre. Tandis que la communauté de l'anneau prend la route du sud, un serviteur de Sauron, Agandor, fourbit ses armes au nord. Ce descendant des hommes de Numénor, resté fidèle au seigneur du Mordor, rassemble sous sa bannière des hordes de sauvages, d'orques, de gobelins et de trolls qu'il compte bien déchaîner sur les peuples libres de l'Eriador.
Par chance, après une attaque de l'ennemi au gué de Sarn, 3 héros assistent à une rencontre entre Agandor et le lieutenant de Sauron, le roi sorcier d'Angmar, chef des Cavaliers Noirs. Ces 3 héros sont Eradan, le rôdeur Dúnedain, Andriel, la magicienne elfe, et Farin, le champion nain. Réalisant la menace que représente Agandor, ces 3 héros décident de se dresser contre lui. Un combat qui les mènera dans des lieux bien connus des experts de l'œuvre de Tolkien, des ruines de Fornost aux landes d'Éten, en passant par les collines hantées des Hauts des Galgal et l'ancienne forteresse naine du mont Gundabad, désormais infestée d'orques. Heureusement, nos 3 valeureux héros peuvent compter sur divers alliés comme les fils d'Elrond ou Béléram, le Grand Aigle. La guerre du Nord permet d'incarner un des 3 personnages. Dans le cas d'une partie solo, les 2 autres héros seront contrôlés par l'intelligence artificielle, mais il est également possible de jouer à plusieurs, chacun se glissant dans les bottes d'un protagoniste. Chaque personnage possède ses forces et faiblesses et des capacités différentes. Au corps à corps, le joueur peut choisir d'asséner des coups faibles et rapides, ou puissants mais lents. Après avoir asséné suffisamment de dégâts à un ennemi, un triangle apparaît au-dessus de celui-ci. Lorsque ce triangle devient jaune, le joueur peut donner une frappe puissante pour effectuer un coup critique. En plus des attaques au corps à corps, chaque personnage dispose d'une attaque à distance pour éliminer les ennemis inaccessibles, comme les archers orques planqués en hauteur. Il est également possible de sprinter ou d'effectuer des roulades. Enfin, en collectant des plumes d'aigle, le joueur pourra appeler Béléram à la rescousse. Rien de plus jouissif que de voir un aigle géant fondre sur l'ennemi. Évidemment, cet allié ne pourra intervenir qu'en extérieur, on ne peut pas tout avoir. Lorsqu'un des héros a perdu tous ses points de vie, ce n'est pas encore le game over, car un autre personnage peut venir le ranimer. La partie se termine si les 3 personnages se retrouvent au tapis en même temps. Les niveaux sont linéaires, enchaînant les segments un par un, vague d'ennemis après vague d'ennemis, et ponctués par des affrontements contre des boss souvent spectaculaires. Lorsqu'Eradan, Andriel et Farin ne sont pas en train de massacrer de l'orque dans les monts brumeux, ils peuvent revenir en ville pour revendre leur loot ou se réapprovisionner. C'est aussi l'occasion de discuter avec les PNJ pour obtenir de nouvelles quêtes ou développer l'histoire. Bien que décrit par l'éditeur comme un hack and slash façon Diablo, le déroulement de la guerre du Nord est si linéaire que le jeu de Snowblind tient davantage du beat'em all. Les sensations apportées par le jeu rappellent d'ailleurs les grands classiques de Capcom, Tower of Doom et Shadow over Mystara ou encore Knights of the Round, à la différence que la guerre du Nord possède également un aspect RPG assez développé. Au fil des combats, les héros engrangent des points d'expérience, gagnent des niveaux et peuvent ensuite dépenser des points dans leurs caractéristiques principales et acquérir des compétences parmi 3 arbres propres à chaque classe. Chaque arbre de compétences est lié à une capacité principale utilisable en combat, à laquelle viendront se greffer des effets supplémentaires liés à l'équipement du personnage. Ce qui nous amène au dernier élément RPG du jeu, l'équipement. Le joueur lootera une multitude d'objets, qu'il s'agisse de babioles inutiles qu'il pourra revendre ou de nouvelles armes et armures qu'il pourra équiper. Ce changement d'équipement sera représenté visuellement sur le modèle du personnage. Certaines armes seront enchantées et plus efficaces contre certains types d'ennemis, comme une hache tueuse de trolls ou une épée anti-mort-vivant. Les fans apprécieront que ces armes enchantées se mettent à luire en présence d'ennemis. Connu pour ses sympathiques Baldur's Gate Dark Alliance, Snowblind Studios réalise un sympathique action RPG dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Le gameplay est efficace, les combats brutaux et trépidants et les graphismes soignés. Le moteur 3D maison de Snowblind, utilisé et amélioré depuis Dark Alliance, permet d'afficher de jolis décors, même si l'on note de grosses baisses de framerate lors de certaines scènes en intérieur, trahissant quelques problèmes d'optimisation de ce moteur vieillissant. La grande force de la guerre du Nord est le caractère familier et emblématique de l'univers de Tolkien. C'est un vrai plaisir pour le fan des livres ou des films de se promener à Foncombe et de tailler une bavette avec Gandalf, Gimli ou Frodon. Si l'effort de fidélité est louable, la violence et la brutalité du jeu ont de quoi surprendre. Ça a beau être la guerre, cette débauche de violence et d'hémoglobine fait un peu tâche, sans mauvais jeu de mots. Le jeu est également un peu trop simple. Comme on l'a vu, les niveaux sont très linéaires, on ne meurt pas facilement et malgré quelques tentatives de varier le gameplay de temps à autre, en plaçant le joueur au contrôle d'une baliste par exemple, il faut bien avouer que tabasser de l'orque à répétition est un peu répétitif, justement. Et pourtant, happé par l'ambiance et le rythme effréné des combats, on se prend au jeu et l'envie de progresser est bel et bien là.
Le joueur débloquera par la suite des missions challenge permettant de revivre quelques moments clés de la saga, comme la bataille d'Osgiliath. Du fanservice utilisé à bon escient en somme. Dernier reproche que l'on peut faire au jeu, la bande-son. La musique signée Inon Zur est très réussie et colle parfaitement à l'action, mais on regrette tout simplement de ne pas retrouver les thèmes emblématiques des films. Vous aurez également remarqué que ces saisies ont été effectuées en version originale anglaise. Le doublage français est plutôt bon et on retrouve certains des comédiens de la version française des films, mais c'est la traduction qui pêche. En effet, celle-ci ne prend pas en compte l'adaptation des romans par Francis Ledoux, au contraire des films. La VF du jeu emploie Frodo plutôt que Frodon par exemple. Rien de grave, mais quand on est habitué, ça pique les oreilles. Au final, le plus gros tort que l'on pourrait faire à la guerre du Nord serait de vouloir le comparer à de vrais RPG comme Skyrim ou The Witcher 2. Malgré la présence de quelques éléments de RPG, ce n'est pas du tout le même type de jeu. En tant que beat'em all médiéval fantastique, la guerre du Nord est franchement réussie. Ce n'est sans doute pas un grand jeu, mais c'est définitivement un bon jeu. Maintenant, pour calmer un petit peu tout de suite les esprits, puis calmer aussi un peu Médoc, on va avoir 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+, justement, qui est Carnival Island, un jeu franchement pas terrible, mais donc je me suis un peu lâché, j'avoue. Yeah, whatever. Perso, j'adore les party games, pour avoir joué comme un petit fou à Mario Party bien sûr, mais aussi à Wii Sports, Wii Sports Resort, Wii Party, au WarioWare ou aux itérations correspondantes de la série The Lapin Crétin. Les univers enfantins ne me posent aucun problème non plus, l'un des jeux que j'ai le plus conseillé sur DS étant par exemple l'excellent Au Pays des 10 ou le tout dernier Kirby Mass Attack. Vous aurez noté que les titres que je viens de citer sont presque tous signés Nintendo. Ce qui est logique, la famille étant la cible de l'éditeur, qui est parvenu en l'espace de quelques années à élargir son public pour créer des amateurs de jeux vidéo de tout âge. Mais voilà, faire un party game n'est pas aussi simple que l'on pourrait le penser. Spécialisé dans l'art de trouver le fun, pour reprendre les propres mots du studio Magic Pixel Games, Carnival Island se présente du coup davantage comme un puzzle game qu'un party game, parce que le fun, on le cherche encore. Dédié au PlayStation Move, ce titre vous propose d'incarner un enfant dans un parc d'attractions magiques où l'on pourra participer à une petite quarantaine de mini-games inspirés par les fêtes foraines. Essentiellement composé de jeux d'adresse, nécessitant de lancer une balle, un anneau ou une pièce, Carnival Island intègre aussi quelques jeux de tir et de précision. Malheureusement, si la reconnaissance des mouvements fonctionne correctement, le plaisir de jeu, lui, n'est pas reconnu. Répétitif, basique comme jamais, entaché par des temps de chargement longuets, il faudra beaucoup de courage aux joueurs pour vouloir relever tous les défis proposés. D'autant que ces derniers permettent de débloquer des mascottes animées, allant de la tortue au raton laveur en passant par le bébé mammouth, tous plus laids les uns que les autres. Franchement, regardez-moi ce mammouth, même en peluche, un enfant n'en voudrait pas. La structure du jeu est également désespérante puisqu'affligée d'un manque d'interaction énorme. N'espérez pas pouvoir vous trimballer librement dans les 4 sections du parc, sa magie se limitant à cliquer sur une interface vous menant automatiquement de stand en stand. Quant au parc lui-même, il est minuscule. Un parc d'attractions de poche, en quelque sorte, un peu comme s'il avait été rétréci et délavé à force de lavage intensif. Bon, tirer sur les ambulances, ce n'est pas bien, mais ce Carnival Island ne va clairement pas aider à booster les ventes du PlayStation Move, qui méritait mieux, et illustre à merveille le fait qu'un party game, ce n'est pas si facile à faire que ça. Génial! Un petit mot quand même pour conclure sur une note positive, l'intro qui se présente sous la forme d'un dessin animé est plutôt sympa et rappelle dans son pitch le merveilleux voyage de Chihiro des studios Ghibli. Un film qui aurait d'ailleurs pu donner naissance à un merveilleux party game. Bon, si vous avez une PS3 et un PS Move, on vous conseille plutôt Medieval Moves, qui est franchement plus réussi, l'air de rien quand même si c'est pas non plus génial. Et maintenant, on va carrément passer à autre chose. On a une rubrique invitée, comme ça arrive de temps en temps dans Classé du Plus. La dernière fois, c'était RAM, Retro and Magic. Là, c'est la rubrique animé manga, mais sans la partie animée, uniquement du manga. Donc tout de suite, la rubrique. Biatch. C'est pour le manga, Biatch. Bleach. Je voulais dire Bleach. Non, c'était Biatch, ok. Ces derniers temps, les éditeurs sont assez frileux concernant les sorties de mangas d'épouvante. Il y a eu quelques tentatives avec Doubt ou encore Le Coffre aux Esprits, mais finalement, il s'agissait surtout d'histoires pour fillettes. Et là, surprise, Kyun vient de nous sortir une petite perle nommée Hideout. Écrit et dessiné par Kakizaki Masasumi, le dessinateur de Rainbow, ce one-shot en solo donne des frissons au creux de l'échine. Seiichi Kirishima, écrivain à succès, vit plutôt aisément avec sa femme et son fils. Le jour où son éditeur met fin à son contrat, la vie devient beaucoup moins rose.
Criblé de dettes à cause de sa dépensière de femme, celui-ci est contraint d'accepter des petits boulots afin de redresser la situation. Le jour où il peut enfin rendre un de ses manuscrits, le pire arrive. Son fils, laissé seul dans la pièce principale, fait une chute mortelle. Un an après le drame, Seiichi emmène Miki sur une île paradisiaque afin de repartir à zéro. Si le speech peut paraître extrêmement cliché, l'auteur parvient constamment à nous mettre en tension et ne relâche jamais l'ambiance éprouvante qu'il a instaurée. Monstres, effusion de sang, sexe, assez malsain d'ailleurs, huis clos, ce petit cocktail aide clairement à maintenir l'aspect étouffant de l'histoire. Le style graphique étoffé et détaillé apporte un côté très réaliste à celle-ci. Tous les détails graphiques apportés par l'auteur renforcent sans cesse l'atmosphère malsaine et sale du manga. Les flashbacks de leur époque heureuse sont habilement amenés afin de renforcer la noirceur de Seiichi. Mais on éprouve clairement de la sympathie pour lui à cause de cette garce vénale qu'est Miki. Étonnamment, c'est le genre slasher qui est choisi plutôt que le style d'horreur classique japonais, qui consiste à ne pas montrer le monstre qui vous débite en morceaux. Tout est clair dès le début, et pourtant, on est surpris à chaque page. Ce manga se lit d'une traite, et il est impossible de décrocher avant d'avoir le fin mot de l'histoire. On espère vraiment que l'éditeur Kiun continuera sur sa lancée et nous sortira de nouvelles perles dans les prochains mois. Alors maintenant, on va voir Showtime. It's showtime, niggas! Et donc, bah, on est content de revoir cette rubrique. Et puis en même temps, en plus, je suis doublement content parce que c'est une rubrique qui va être consacrée un petit peu à Skyrim, qui nous avait été enlevé de Classique du Plus pour aller atterrir genre, dans cette émission étrange qui s'appelle EXP. Et donc voilà, c'est un bon Showtime ou c'est un Showtime light? C'est un Showtime. Écoute, je préfère laisser la jeunesse sans juger. C'est un Showtime. Bizarre, on va dire. Bizarre, ouais. Ok. C'est comme toi, quoi. En fait. Bizarre. Ouais. Ok. Je suis maître. Chers membres du Role Playing Gang, c'est en mes qualités de chef légitime et de figure paternelle bienveillante que je vous annonce ma... non, je veux pas vous la refaire. Le RPG, c'est définitivement le domaine de XP. En revanche, grâce à des modes plutôt bien inspirés de la communauté et au professionnalisme de Seb, notre président, je vais pouvoir parler de Skyrim dans le Showtime de ce mois-ci. Pour ceux qui ne connaissent pas, il existe certains modes pour la version PC de Skyrim qui permettent de faire des choses... originales. Avant de lancer les hostilités, Seb m'a installé un de ces modes et n'a pas oublié de booster mes compétences de vol à la tire et de furtivité. Vous allez voir, ça va servir. Pour commencer, je me suis créé un avatar féminin dans les normes en vigueur. Une petite blonde taillée dans l'amour, avec une bouche bien, et des petits traits de camouflage façon Amazon, comme dans un bon pornard des années 90. Comme les plus perspicaces d'entre vous l'auront deviné, le mode en question agit sur les textures du jeu. Ainsi, lorsqu'un personnage perd ses vêtements, plutôt que d'être en petite tenue, il se retrouve tout simplement à poil. C'est très gamin, mais ça fait rire, et ça donne surtout lieu à des situations définitivement cocasses. Ça dépend. Vous avez soif, faim ou les deux? Et rassurez-vous mesdames, le Showtime de ce mois-ci ne vous a pas oublié. Pourriez-vous nettoyer? Je suis ce que l'on appelle un soldat. Nettoie les chambres toi-même, Clèpre. C'est pas comme si tu faisais quelque chose d'important par ici. Du coup, grâce à mes compétences de ninja voleuse, j'arrive à dessaper à peu près n'importe qui en plein jour, comme ça. Bon, des fois, tout ne se déroule pas comme je l'avais prévu, et je suis forcé de sortir ma hache et mon épée. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un truc qui m'intrigue. Quand je rengaine, je vois bien la hache, mais l'épée, je l'ai rangée où? Anyway, ceux qui ont toujours voulu en savoir plus sur l'anatomie des Khajiit peuvent désormais assouvir leur soif de connaissances. Et là, les amoureux de la fourrure me remercient. Vous avez raison, bien sûr. Mais que ne donnerais-je pas pour quelques grains de sucre lune? Vous n'auriez jamais dû venir ici. S'il vous plaît. Je vous avais prévenu que ce Showtime serait dégueulasse. Pas de parjure ici. Mais on notera que les modeurs avaient quand même pensé à tout. Et ils ont le souci du détail, les mecs. Non, parce que moi, curieux comme je suis, je me suis amusé à regarder attentivement les atouts de mon avatar. J'ai le droit, c'est mon avatar. Et j'ai été agréablement surpris. Alors là, vous pouvez rien voir, mais faites-moi confiance quand je vous dis qu'ils ont fait les choses bien. Déjà, Shaved Pussy. Déjà. Et ensuite, on distingue clairement les petites choses là, et les grandes aussi, ainsi que le petit bouton. Vous savez, ce petit bouton qui, aujourd'hui encore, reste une énigme totale pour la plupart des hommes, alors qu'il suffirait de s'entraîner quelque temps à un track and field quelconque pour savoir à peu près comment ça fonctionne. Les shoryuken marchent également, les mecs. Bref, on continue et on termine nos trucs de gamin en essayant de jouer sur les perspectives. Je peux vous aider? Attendez. Bien le
Ah ouais, ça fonctionne. Voilà, c'était mon tribute to Skyrim. Peut-être qu'avec ce mode, vous serez plus nombreux à jouer à la 3e personne. Ah aussi, clitoris. Je parlais du clitoris il y a quelques minutes. Non mais on sait jamais, pour les mal comprenants, tout ça. Nos fils de bord de ciel combattent son sang répit jusqu'à ce que Sovngarde nous accueille. Bon, l'air de rien, il y a quand même une raison à ça. Donc c'est Saints Row the Third, la critique. Et donc voilà, c'est toi qui t'en occupes, Médoc. Ouais. Je sais pas si tu peux en dire 2 mots. Si, bon, je peux t'en dire plus même, mais j'en dis pas mal déjà dans la critique. Oui, non, Saints Row, bah ouais, j'ai bien aimé. Ouais, je suis rentré, il y a des personnages qui sont vraiment tripants. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé des items par terre. Et je me suis dit, je vais me transformer en pimp. Alors tu peux voir que je suis pimp parce que les items n'ont rien à voir un petit peu avec les autres. Il y a beaucoup de mauvais goût. Il y a beaucoup de mauvais goût concentrés en un seul homme en fait. Donc c'était et en un seul jeu, parce que c'est un peu la thématique aussi de Saints Row the Third, le mauvais goût. Oui, ouais, mais c'est complètement assumé, donc à partir de là, il n'y a pas de problème. Ok, mais il n'y a pas de problème non plus, hein. C'est complètement assumé. Non, mais je sors comme ça, moi, Thierry. Ah ouais? Moi, je sors comme ça. Je t'ai pas eu à sortir de live comme ça. Non, mais non, mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, je peux sortir comme ça, j'ai pas peur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on va me faire? On va me quoi? On va me pisser sur mes oreilles? Qu'est-ce qu'on va me faire? J'ai rien à foutre, moi. Bon, vas-y, la critique de Saints Row the Third. Let's bounce, niggas! The Saints appreciate your donation. Il est parfois agréable de ne pas se prendre la tête avec des scénars profonds emplis de personnages torturés, des histoires pleines de sens qui nous invitent à réfléchir sur nous-mêmes, ou encore des jeux à la dimension artistique tellement travaillée qu'il nous faut prendre des produits pour en saisir toute la portée. Saints Row the Third est un jeu de gamin pour adultes qui offre aux joueurs une quantité hallucinante de jouets pour se faire plaisir dans un titre à caractère open world. Un vaste délire de level 1 complètement assumé qui contentera les sales gosses que nous sommes à l'approche de Noël. Alright, people. Nobody moves! Nobody dies! Bark! Sorry, jumped his line. Can we go again? You all know the drill. Inutile d'avoir fait les 2 premiers épisodes pour rentrer dans l'histoire du 3e volet de Saints Row. Les bases sont posées en début de jeu et on apprend que les Saints, votre crew, sont désormais ultra célèbres et donnent dans la pub et le merchandising à gogo. Un succès qui suscite évidemment la jalousie. Et c'est ainsi que lors d'un braquage de banque, spectaculaire soit dit en passant, les Saints se retrouvent confrontés au syndicat, une organisation qui compte bien mettre la main sur tous les avoirs du gang. Face aux moyens colossaux déployés par vos ennemis, votre opération tourne évidemment cacao, et il vous faudra repartir des bases pour reconquérir ces fans qui n'ont plus trop de respect pour vous. Dans la mesure où l'action se déroule désormais à Steelport et non plus à Stillwater, vous devrez en effet repartir presque de zéro. L'occasion pour le joueur de faire la connaissance de nouveaux personnages vraiment délirants, comme Oleg, l'énorme brute qui aime tout de même philosopher, ou encore Zimos, un pimp ayant subi une trachéotomie et du coup s'exprimant à travers une voice box autotunée. Will you see me crying about a little girl? I swear to God, I will shove that thing down your throat hole. Et si encore une fois, l'histoire n'est vraiment pas l'atout principal de ce Saints Row, ces personnages complètement niqués de la tête donnent lieu à des situations juste mémorables, à base de punchlines vraiment bien inspirées. Oh shit! These holes ain't holes! Do not worry, I will be seeing you shortly. Wait, what? It sounded better in my head. Les toutes premières minutes de jeu, à base de braquages spectaculaires et de phases aériennes juste surréalistes, donnent définitivement la couleur. Mais avant de tout faire péter dans cet open world aux multiples opportunités, vous devez passer par la case personnalisation. Et là encore, on est impressionné par la quantité assez flippante de paramètres et par cet humour décalé présent jusque dans la création de votre personnage, à l'image des vannes et des petites danses que vous pouvez balancer à tout moment dans le jeu. Une fois cette étape franchie, vous êtes lâché à Steelport et pouvez commencer à foutre le bordel, le tout accompagné par vos homies, comme les Shundi ou les Pierce dans un premier temps. Comme beaucoup d'open world, le jeu est exclusivement constitué de missions et de mini-jeux que vous pouvez déclencher en allant aux bons endroits sur cette map plutôt grande, consultable comme beaucoup d'autres éléments du game system à partir de votre smartphone.
D'une manière générale, votre but est de reprendre quartier par quartier le contrôle de Steelport, qui pour le moment est aux mains du syndicat et de ses gangs alliés. Ce contrôle est symbolisé par un pourcentage qui augmentera au fil des missions et des défis remplis, mais aussi en vous emparant des différents commerces du quartier. Toutefois, la notion à laquelle il faut porter de l'importance est bel et bien le respect. À chaque mission ou challenge rempli, et même à chacune de vos actions en fait, vous gagnez une certaine quantité de respect. C'est simple, tout dans ce Saints Row est prétexte à faire augmenter votre respect. Les vêtements que vous achetez, mais aussi la personnalisation des véhicules dans votre garage. Ce dernier point est d'ailleurs plutôt poussé, et on a vraiment l'impression d'être un vrai Jackie lorsque l'on tune sa caisse, avec les ailerons, les jantes, les néons en dessous et tout et tout. Bref, le respect fait ici office de point d'expérience en quelque sorte, et une fois que vous en avez suffisamment accumulé, vous faites votre level up. Vous débloquez alors de nouvelles capacités comme des bonus pour votre santé, un meilleur équipement pour votre gang, ou encore le fait de pouvoir porter 2 flingues en même temps. Mais pour les acquérir, il vous faudra dépenser à chaque fois une certaine somme. Heureusement, les moyens de vous refaire financièrement sont nombreux. Les commerces dont vous venez de faire l'acquisition tout d'abord, qui vous rapporteront un revenu fixe, un peu à la manière des derniers Assassin's Creed. Vous pouvez ensuite tout simplement vous servir sur les cadavres que vous laissez derrière vous. Enfin, viennent les missions et les différents challenges présents dans Steelport. Ces derniers sont complètement variés et tout aussi délirants. Vous avez par exemple la possibilité d'escorter Pierce dans ses deals afin d'assurer sa sécurité, détruire le maximum de véhicules au guidon d'un quad enflammé dans les missions traînées ardentes, faire de lourds dégâts à bord d'un tank dans le mode chaos, s'occuper des prostituées de Zimos dans leur travail quotidien, et même faire des fraudes à l'assurance dans un mini-jeu nous rappelant clairement Pain. Mention spéciale toutefois à cette mission durant laquelle vous devez maîtriser votre peur au volant, avec sur le siège passager un tigre. Ouais, un putain de tigre. Il ne faut pas s'y tromper, la série des Saints Row n'est pas une faible copie des GTA. Elle propose tout simplement de faire n'importe quoi dans un open world et vous dote d'outils bien sympathiques à cet égard. Les missions scénarisées sont drôles, rythmées et spectaculaires, et les nombreuses activités au sein de Steelport, également jouables en coop online, arrivent à vous divertir sans aucune difficulté. Si techniquement, d'aucuns diront qu'on a déjà vu largement mieux, la réalisation d'une manière générale reste tout à fait légale, avec un moteur qui tient complètement la route et de belles explosions qui donnent du plaisir aux yeux. Et c'est un peu tout ce qu'on lui demande à ce Saints Row. Ça, et une ambiance définitivement décalée, animée par une galerie de personnages qu'on peut voir difficilement ailleurs. Un grand délire assumé donc, qui n'a pas peur de donner dans l'exagération et le grivois, avec un humour certes quéquette sur le capot, mais qui fonctionne très bien sur des adultes désireux de laisser leur cerveau juste à côté d'eux lorsqu'ils jouent. You got a plan or we just shoot all these motherfuckers? That is my plan. Works for me. Bon, la critique, cool. Ouais. Maintenant j'ai des petites questions parce que moi à Saints Row Third j'ai pas du tout joué, j'ai pas touché, vraiment pas. Ouais. Est-ce que le pitch donc se retrouve genre de façon intéressante au niveau du gameplay? Est-ce que finalement en fait le délire genre environnant du jeu, genre au niveau de ses personnages, au niveau de ses thématiques, etc. se retrouve au niveau du gameplay? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire, que tu n'as pas l'habitude de faire dans un GTA par exemple? Est-ce qu'ils ajoutent des petites mécaniques de jeu sympatoches? Ouais, complètement. Complètement. En fait, t'as plein de styles de gameplay, t'as plein de petites missions. Ouais. En fait. Et donc c'est vraiment varié et c'est vraiment niqué de la tête. C'est-à-dire que c'est niqué de la tête. On est à des kilomètres d'un GTA. Dans un GTA, dans le GTA 4, le dernier GTA, t'avais toute cette dimension sociale avec ton portable, tout ça, t'appelais, t'allais faire des fléchettes, t'allais faire des trucs comme ça. Là, non, t'appelles, tu prends une caisse et puis tu t'amuses à tirer dans tous les sens, ou tu montes en hélico, tu fais n'importe quoi. En fait, Saints Row the Third, c'est un petit peu ce que tu en petite partie, ce que tu faisais dans GTA à la fin de ta partie. C'est une fois que tu avais sauvegardé, quand tu as arrêté de jouer, une fois que tu as sauvegardé dans GTA, en règle générale, je sais pas si vous êtes comme ça, mais en tout cas moi j'étais comme ça. Lâcher un petit peu. Tu t'amuses, t'envoies une petite grenade comme ça pour voir ce que ça fait, puis tac tac, tu vois des petites étoiles qui montent, et puis tu commences à avoir des hélicoptères à 3 étoiles, et puis à la fin, ça part tout complètement en sucette. Saints Row the Third, c'est ça, mais tout le temps. D'accord. C'est ça tout le temps, aussi bien dans les missions de scénar que dans les petites missions annexes qu'on peut te filer, et il y en a beaucoup, et au style de gameplay vraiment différent. Donc voilà, c'est le délire. Pour le coup, c'est le délire.
Et encore une fois, moi j'ai entendu dire que les gens disaient ouais non, techniquement, les retours un petit peu de la presse à droite à gauche, techniquement il est moyen bof. Je suis pas du tout d'accord. Moi je trouve qu'il t'en met sincèrement plein la gueule. Et puis il est surtout drôle. Il est surtout drôle. Les comédiens qui doublent les PNJ, ils sont vraiment doués. Très très drôle. Petite mention spéciale à comment il s'appelle, Zimos, le mec avec son autotune là, son vocodeur là, qui fait triper quand il parle. Les dialogues ils sont très puissants. L'humour il est complètement là. Donc et surtout, comme j'ai déjà dit, c'est vraiment assumé. Donc à partir de là, il n'y a pas de problème. Bah cool. Donc c'est bon, c'est encore un bon titre pour cette fin d'année. Donc c'est assez magique. Et bah maintenant, c'est la fin de l'émission. Donc on espère que vous l'avez apprécié. On se retrouve dans 15 jours pour la toute dernière de Classé 18+ pour 2011. Et on aura quelques critiques, donc en tout cas sur PD The Heist, donc qui est un titre PSN mais également disponible sur PC. Et puis voilà. Tu veux que je disais un truc en américain? Ouais, vas-y carrément. Vas-y, lâche-toi. Mais tu sais un fou. Motherfuckers. Je suis tous les jours avec lui. Tous les jours. Motherfuckers. Tous les jours. What? Let's bounce, niggas. Je suis le seul bronzé ici, pourquoi